Bonjour, ceci va être une vidéo de référence sur la testostérone prénatale et les effets de la testostérone prénatale sur le cerveau humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué dans la science que la testostérone a un effet très grand sur le développement du cerveau humain et aussi sur le fonctionnement du cerveau. Alors, il y a deux choses différentes là. Une chose, c'est ce qu'on appelle l'effet organisationnel de la testostérone. Par exemple, un fœtus qui est dans un environnement avec beaucoup de testostérone, donc prénatal, va avoir un cerveau qui se va développer de manière assez distincte d'un fœtus qui est dans un environnement avec moins de testostérone. Son cerveau va être organisé ou réorganisé par la testostérone de manière très impactante. Et cela va rester pour le reste de la vie. C'est comme si l'architecture même, la structure du cerveau change et c'est quelque chose qui reste pour le reste de la vie. Une deuxième chose, c'est l'effet immédiat qu'on pourrait dire de la testostérone. Par exemple, on a administré de la testostérone, on a injecté de la testostérone dans les femmes et on a vu que ces femmes, pendant 1 heure ou 2, le temps que la testostérone travaillait dans leur corps et dans leur cerveau, bien sûr, elles étaient moins bonnes en détecter les émotions des autres. Donc ça, c'est un effet immédiat, la testostérone. Et ce qui le rend encore plus intéressant, c'est que les deux s'emboîtent. Ça veut dire un cerveau qui s'est développé dans un environnement de haute testostérone, prénatal donc, quand plus tard dans sa vie, il y a de la testostérone qui entre en jeu, l'effet de ce testostérone va être encore plus grand que s'il n'avait pas eu cette testostérone prénatale. Donc un cerveau de haute testostérone prénatale est en fait comme préparé pour répondre de manière plus intense à une administration de testostérone plus tard. Alors je dis administration, ça paraît injection, etc. Mais par exemple, chez les hommes, les testicules produisent de la testostérone et dans les femmes aussi, il y a certaines parties du corps qui produisent beaucoup moins, mais aussi de la testostérone. Alors, en ce qui concerne le cerveau, le modèle général, c'est que le cerveau humain est de manière inhérente, on pourrait dire féminine. C'est un peu ça l'idée. Et puis, à cause des chromosomes XX ou XY, quand c'est XY, en fait, il y a une masculinisation du corps qui commence. Donc, c'est comme si on prend le corps et cerveau, etc., de base humain comme féminin, et dans le développement de l'embryon et du fœtus, à un certain moment, il y a, si ou non, une sorte de masculinisation qui commence à prendre effet. Sans cette masculinisation, on continue simplement en ligne droite, on pourrait dire, vers une femme. Avec cette masculinisation, on fait une déviation et on termine avec un homme. Alors, une des influences ou substances qui est le plus impliquée dans cette masculinisation du corps et du cerveau est bien sûr la testostérone. En parlant de l'environnement du fœtus, la testostérone peut avoir 3 grandes sources, pour ainsi dire. Une source vient de la mère, donc selon la génétique et la épigénétique et autres facteurs de la mère, elle peut produire, pour ainsi dire, de la testostérone qui peut entrer dans le fluide amniotique autour de l'embryon. Deuxième facteur, c'est la génétique, épigénétique et autres facteurs de l'embryon même et des fœtus même. Par exemple, le fœtus, s'il a des chromosomes XY, il va développer des testicules et les testicules vont produire de la testostérone qui va terminer autour de ce fœtus partout et qui va avoir son effet sur le cerveau et le corps, bien sûr. Troisième source de testostérone peut être environnementale. Par exemple, il y a pas mal de substances chimiques qui soit mimiquent la testostérone, qui soit mimiquent l'estrogène et donc font une sorte
inhibition de la testostérone qui soit agissent sur les récepteurs de testostérone. Et là, il y a la possibilité que le fœtus est insensible ou peu sensible à la testostérone. Ça peut être par des substances chimiques, ça peut être aussi par la génétique et épigénétique. Donc il y a tous ces facteurs qui entrent ensemble, donc la mère, le fœtus, l'environnement et la sensibilité à la testostérone finalement, qui est partie de deux, le fœtus, qui vont définir dans quelle mesure le cerveau de ce fœtus et donc de l'adulte finalement qui va sortir de là, va être masculinisé ou pas. Alors, je mets masculinisé entre des grands guillemets. Pourquoi? Parce que ça devient un peu compliqué d'appeler ça féminin ou masculin. Pourquoi? La majorité des femmes a un cerveau féminin. Donc on va comparer leur cerveau et il va avoir une sorte de trame générale et on appelle ça le cerveau féminin dans sa structure et son fonctionnement. La majorité des hommes a un cerveau masculin. Même chose. Ensemble, ils ont une trame et on appelle ça masculin. Mais, et là ça devient super intéressant, il peut y avoir un environnement de très haute testostérone prénatale chez les filles. Donc un fœtus féminin peut avoir un taux de testostérone prénatal très élevé. Alors ce fœtus, il va avoir des génitaux féminins. Des fois, les génitaux sont un peu affectés, on va dire, par la testostérone, mais en général, ce sont des génitaux féminins, hein, des vagins, seins, etc. Mais le cerveau va être masculin, en fait. Le cerveau va avoir la typique latéralisation masculine et d'autres caractéristiques qu'on voit dans la majorité des hommes. Et en fait, on va avoir plus ou moins une sorte d'être humain qui a un cerveau et un fonctionnement neurologique masculin dans un corps féminin. Inversement, la même chose pour les hommes. La majorité des hommes a un cerveau masculin, mais il y a des hommes qui ont un cerveau féminin à cause d'un taux très bas de testostérone prénatale. Ils vont avoir des génitaux et des aspects physiologiques masculins, mais le cerveau, il va être féminin. Donc, en fait, on termine avec la réalité que le sexe du cerveau ou le fonctionnement, si ou non testostéronisé, on pourrait dire, du cerveau, est en fait quasiment indépendant, en réalité, du sexe génital. Donc, on peut avoir des femmes avec un cerveau hyper masculin, donc très testostéronisé, un cerveau plutôt norme, ou un cerveau hyper féminin aussi. Il peut y avoir des femmes avec un taux de testostérone prénatal encore beaucoup plus bas que la norme des femmes qui vont avoir une sorte de cerveau hyper féminin. Puis la même chose pour les hommes, il y a des hommes avec des cerveaux hyper masculins, plutôt vers la norme, c'est une courbe continuelle en fait, et puis féminin et hyper féminin. Tout ça, ça peut exister. Alors cette testostéronisation du cerveau, elle a des effets structurels, donc on peut vraiment voir dans la structure du cerveau qu'il est masculin ou qu'il a été exposé à beaucoup de testostérone prénatale. Et donc, bien sûr, ça a automatiquement une énorme influence sur le comportement et le fonctionnement de cette personne, qui est en très grande partie, bien sûr, définie par la structure et le fonctionnement du cerveau. Et en bref, qu'est-ce que ça donne comme effet? Le cerveau masculin et hypermasculin va être défini, caractérisé par une sorte de rigidité mentale et ce qu'on appelle systématisation, tandis que le cerveau extrêmement féminin va être caractérisé par une hyperflexibilité mentale et ce qu'on appelle empathizing, empathiser, ça vient d'empathie. Et donc maintenant aussi, il y a une théorie, un modèle très intéressant qui lie le syndrome d'Asperger et le spectre d'autisme avec un cerveau hyper masculin et qu'il y a une courbe continuelle
de hypermasculin à masculin, à féminin à hyperféminin, et que donc des caractéristiques d'autisme vont être très hauts dans le groupe hypermasculin et graduellement baisser vers le hyperféminin. Alors dans les domaines sociaux, relationnels, sexuels aussi, politiques, de criminalité, d'agression, de tout cela, ça a des énormes influences. Il y a plein de recherches là-dessus, c'est encore en pleine recherche, donc il y a aussi beaucoup de controverses, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont encore en cours de route, mais il y a quelques grandes lignes directrices qui se définissent. Donc, comme j'ai déjà dit, d'un côté, et c'est typique pour Asperger et spectre d'autisme, il y a une sorte de nécessité de contrôle, de règles fixes et aussi de ce qu'on appelle attention aux détails ou en anglais hyperfocus, d'avoir une sorte de vision mentale, surtout un peu microscopique sur le détail. Alors il faut dire, de l'autre côté, du côté hyperféminin, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Comme j'ai dit dans mon autre vidéo, probablement parce que les gens hyperféminins sont justement très flexibles, s'adaptent très facilement à tout ce qu'il y a autour d'eux, même trop pour leur propre bien. Mais donc ça veut dire qu'ils ne posent aucun problème pour les autres, ou très peu de problèmes pour les autres. Et donc il y a peu de nécessité sociale de faire des recherches là-dessus. Mais donc, dans mon observation et comme moi j'ai interprété les études et comment je suis tout ça, le côté hyperféminin est donc caractérisé par une très grande flexibilité mentale, improvisation, création de solutions nouvelles, etc. Mais donc aussi, par exemple, douter, changer d'avis et tout ce genre de choses. On lit aussi la haute testostérone avec dominance et une recherche de statut social. Donc on dit encore une fois rien de la très basse testostérone prénatale, mais on voit là facilement le contraire. On parle du côté de haute testostérone de prendre des risques et de bas testostérone de précaution et prévention. Et ce qui a été assez bien recherché, c'est l'empathie et la capacité de reconnaître les émotions des autres. Et donc, du côté haute testostérone, c'est plutôt bas, la capacité de reconnaître les émotions des autres. Et du côté basse testostérone prénatale, féminine et hyperféminine, cette capacité est beaucoup plus haute. Alors, comme j'ai dit, les recherches sont encore en plein cours, donc il faudra suivre ça soi-même aussi un peu. Il ne faut pas non plus me croire pour ce que je dis. Je vais mettre un lien ci-bas vers un blog avec une énorme quantité des études listées là-dedans avec des citations. Vous pouvez voir là ce que vous en pensez. Mais voici mon résumé un peu personnel de ce que moi j'ai compris de tout cela. Alors ce n'est pas encore fini parce que la partie la plus intéressante quasiment vient encore et c'est l'indice 2D, 4D, aussi appelé l'indice de Manning, ou le ratio 2D, 4D. Alors, c'est quoi le ratio 2D, 4D? Quand on prend la main, on commence à compter par le pouce et on a le premier doigt, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 2D, c'est le deuxième digit, c'est l'index. Le quatrième D, c'est l'annulaire. Alors, le ratio 2D, 4D, en fait, c'est simplement la longueur de l'index divisé par la longueur de l'annulaire. Et on va faire ça comment? On va mesurer de la pointe du doigt jusqu'au pli le plus près de la paume des deux doigts et donc diviser les longueurs. Et on va terminer avec un chiffre qui est autour de 1 quelque part. Et ce qui est magique et génial, et on a vraiment pu établir cela. Ça paraît bidon, mais ce ne l'est pas. Voir toutes les études scientifiques ci-bas. En fait, plus haut la testostérone prénatale, plus bas ce ratio, ce qui veut dire plus court l'index comparé avec l'annulaire. Plus
basse la testostérone prénatale, donc plus féminin, plus haut l'index, la longueur de l'index comparée avec la longueur de l'annulaire, donc plus qui sont égales. Et donc, à la main, à la forme des doigts, la longueur des doigts, le ratio des doigts, on peut avoir une indication, et on parle de la main droite, qui serait la plus fiable. On peut avoir une indication que si il s'agit d'un cerveau plutôt féminin, de basse testostérone prénatale, ou plutôt de masculin, plus haute testostérone prénatale. Alors, je vais poster ici une image que je vais laisser un petit temps pour que vous pouvez voir. Donc, il y a une main de haute testostérone prénatale où l'index est plus court que l'annulaire. Et on peut voir aussi comment on mesure ça. Et de l'autre côté, il y a une main plutôt féminine avec l'index plus ou moins égal ou plus long que l'annulaire. Alors pour mesurer ça, pour le faire vraiment super bien, on utilise un étrier, comme ça. Et donc on va mesurer de la pointe sans pousser sur la chair. Hein. Voilà, jusqu'à là. Puis on va mesurer ici, jusqu'à là. Et on va diviser les deux. Pas tout le monde a ça, bien sûr, donc on peut prendre aussi une règle. Hop, on mesure de l'un côté, on mesure de l'autre côté, et voilà. Donc la moyenne pour les hommes, on va dire, c'est autour de 0,94, 15, 16, quelque chose comme ça. Ça dépend beaucoup de l'ethnie, du pays, du groupe d'hommes qu'on prend. Il se trouve que par exemple, en Jamaïque, la moyenne est beaucoup plus basse qu'en Finlande, par exemple. On a mesuré les choses comme ça. Mais donc en Europe, par exemple, en Belgique, France, Hollande, etc., il paraît que la moyenne pour les hommes est plutôt 0,95, 16, quelque chose comme ça. Et pour les femmes, plus haut, les femmes, c'est 0,97, 18, 19, 1, ou même un peu plus que 1, mais plus que 1, on entre déjà plutôt dans le hyper féminin, le très très bas taux de testostérone prénatal. Alors voilà un peu un résumé de ce qu'il faut savoir, selon moi, sur la testostérone prénatale. C'est un sujet captivant. Donc, comme j'ai dit, il y a un lien ci-bas avec plein d'études là-dessus. Vous pouvez faire des recherches sur Internet là-dessus. Il y a des pros, des contre, des controverses, mais il y a aussi une quantité croissante d'études qui, quand même, cristallisent dans de certaines lignes directrices. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose là de très important. La testostérone a un effet sur le cerveau très important, sur le comportement très important. On le sait, on en est sûr. C'est encore la recherche dans les détails que ce que fait l'un, ce que fait l'autre, etc. Mais donc le plus bouleversant de tout ça, c'est en fait, et ça il ne faut pas oublier, qu'il y a des femmes avec le cerveau masculin, des hommes avec le cerveau féminin, et en fait ça change complètement tout ce qui est sociologie, politique, féminisme, relations humaines, etc. Ça change en fait tout, et ça change aussi la surdouance. Mais je vais parler de ça dans d'autres vidéos. Voilà la vidéo de référence et à la prochaine vidéo.